Bonjour à tous. J'ai la tâche de vous parler de l'expérience de mise en œuvre de réseaux d'îlots et de vieilles forêts dans 3 réserves de biosphère françaises qui ont été choisies comme exemple. La réserve biosphère des Cévennes, celle du Ventoux et la réserve biosphère Luberon-Lure. Voilà le plan de mon exposé, donc des éléments de contexte, un point sur l'étude de l'ancienneté de l'état boisé, une définition des concepts de trame de vieux bois, ça a été souvent rappelé déjà, et puis ensuite les 3 exemples, Cévennes, Ventoux et Luberon. Alors, les 3 réserves de biosphère que nous allons étudier donc, sont situées au sud de la France, en contexte méditerranéen et montagnard. Alors, un petit rappel sur le réseau des réserves de biosphère, il s'agit d'un réseau mondial qui comprend plus de 680 réserves de biosphère dans 117 pays. Et donc c'est un label de l'UNESCO qui labellise des territoires qui mettent en œuvre une gestion de la biodiversité dans une optique de relation entre l'homme et la nature. C'est-à-dire que les politiques de conservation doivent s'appuyer sur plusieurs principes, notamment le développement de la recherche scientifique, le respect des besoins des populations autochtones, c'est dit comme ça par l'UNESCO, donc c'est à nous de l'appliquer, et notamment aussi des aspects de pédagogie qui sont très importants. Donc en France, il y a 13 réserves de biosphère, dont 9 sont quand même globalement plutôt forestières. Alors, au niveau des réserves biosphères, il y a aussi des zonages. Donc vous avez ici un paysage caractéristique de la Châtaigneraie sévenole. Voici le zonage de la réserve biosphère des Cévennes, donc l'aire centrale, qui correspond à la zone de protection de nature la plus forte, correspond ici au cœur du parc national des Cévennes. L'aire d'adhésion aux communes qui ont une partie de leur territoire en zone cœur, l'aire tampon. Et ensuite, la zone de transition qui correspond ici à l'aire d'adhésion du parc. Au niveau du Ventoux, la réserve de biosphère en fait, a comme aire centrale une série d'arrêtés de protection de biotopes qui couvrent les milieux forestiers et ouverts du massif, comme aire tampon, le massif forestier, et comme zone de transition et de coopération avec les populations locales, l'ensemble des communes de la réserve biosphère. Au niveau du Luberon, vous voyez, on est très proche de la réserve biosphère du Ventoux, les 2 réserves sont mitoyennes. On voit le Ventoux au fond. La réserve biosphère s'est récemment agrandie. Elle était auparavant sur le même périmètre que le parc naturel régional du Luberon. Vous avez ici une aire centrale qui correspond, pareil, à des APB ou à des zones de protection réglementaire fortes. Et en 2010, la réserve biosphère s'est agrandie à la partie sud de la montagne de Lure, que vous voyez ici dans l'aire de coopération, les zonages n'ayant pas encore été négociés au niveau local. Alors, il s'agit donc de 3 réserves de biosphère en contexte méditerranéen avec un étagement de la végétation qui va des taillis de chênes verts méso-méditerranéens. Donc, l'altitude la plus basse, c'est 70 mètres, jusqu'au sommet du Ventoux à 2000 mètres. Une histoire qui est très marquée par les reboisements RTM, notamment sur des massifs comme le Ventoux et les Gouales. Et vous avez donc les différences de peuplement, vous voyez. Et puis une même volonté sur ces 3 territoires de définir une trame de vieux bois à l'échelle non pas d'une forêt, non pas d'un massif, mais de l'ensemble du territoire. Alors avec des outils et des méthodes un peu différentes. Une des caractéristiques communes, c'est l'utilisation de l'étude des cartes d'état-major, donc des minutes des cartes d'état-major pour définir l'ancienneté de l'état boisé. Donc vous avez déjà vu ces cartes, Jean-Luc Dupuy les a présentées. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir carrément une numérisation de l'occupation du sol en 1860, non seulement sur la forêt, mais aussi sur d'autres types d'occupation du sol. Donc vous voyez ici sur le Luberon, la forêt couvre 27% du territoire, et on a aussi 17% en paquis, c'est la catégorie jaune, qui étaient donc les pâturages, les parcours pastoraux provençaux typiques du XIXe siècle. Et on voit ensuite, en comparant l'extension de la forêt actuelle, que c'est principalement ces zones de paquis qui ont donc été reconquises par la forêt. Donc vous voyez ici une surface forestière qui a été multipliée par 2 sur le parc du Luberon, et un minimum forestier qui doit être postérieur à 1860, puisqu'il y a encore des zones qu'on voit en orange sur le massif du Petit Luberon, qui ont été réouvertes postérieurement, notamment par des incendies. Dans le Ventoux, ça donne un taux de boisement qui a été multiplié par 3 entre les 2 périodes. Et dans la zone cœur du parc national des Cévennes, où l'étude a été faite, un taux de boisement multiplié par 4,5. C'est notamment en lien avec les reboisements RTM.
Alors les définitions, bon, on les a déjà vues. On se base tous à peu près sur l'idée que les trames doivent être à 3 échelles différentes. À l'échelle des massifs, il faut conserver des forêts en libre évolution, qu'on peut aussi appeler réserve intégrale, mais de grande surface. À l'échelle des forêts, conserver des îlots de sénescence, et à l'échelle de la parcelle, les fameux arbres bio, qui posent d'ailleurs des problèmes de définition quand on est dans des taillis méditerranéens. Et au niveau du rôle fonctionnel par rapport à la vision trame verte et bleue, notamment au schéma SRCE, etc., de notre point de vue, à la fois les réserves, mais aussi les îlots peuvent être considérés comme des réservoirs de biodiversité. Et aussi, alors c'est le rôle central des îlots, ils servent également de corridors. Alors c'est un peu difficile d'adapter ces définitions à la trame de Vieux-Bois. Nous, on l'a présenté comme ça dans nos programmes. Et on espère que ça va permettre d'améliorer notamment les schémas régionaux de cohérence écologique en amenant du détail au niveau des trames de Vieux-Bois, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Alors pour les Cévennes, donc c'est une politique ancienne et qui intègre désormais à l'échelle du territoire les 3 échelles de la trame justement. Donc le parc des Cévennes est en train de rédiger donc une charte suite à la nouvelle loi sur les parcs de 2006. Et il y a une mesure spécifique pour ça que j'ai mise en entier parce que c'est quand même un peu une première, je pense, au niveau français. Donc l'établissement public, dans le cadre de la sauvegarde de réservoirs de nature, veille à préserver certaines forêts remarquables et à développer une trame de forêt en libre évolution à 3 échelles, celle de l'arbre, celle du peuplement et celle du massif forestier. Et cette trame est définie dans la carte d'évocation, qui est un document qui peut être réglementaire, en tout cas qui est annexé à la charte du parc, et dans lequel notamment ont été définies des forêts à vocation de libre évolution, sur les critères qui sont ici, c'est-à-dire une valeur patrimoniale importante, des essences autochtones, l'ancienneté du couvert forestier, la constitution d'ensembles quand même de surfaces importantes et des forêts, dans la mesure du possible, sur lesquelles les enjeux de production sont limités. Donc au total, c'est plus de 9000 hectares qui ont été définis, dont 5000 hectares en cœur de parc, soit 9% de la surface boisée du cœur. Donc ça donne ça au niveau cartographique. Donc vous avez la répartition entre forêt publique, propriété du parc et forêt privée. L'idée, c'est que cette carte d'évocation ne s'impose pas de manière réglementaire, mais passe par voie contractuelle, en forêt publique par le partenariat avec l'Office, éventuellement par une politique volontariste d'acquisition du parc, et chez les privés par voie contractuelle. Les statuts réglementaires ne viendront qu'à la fin pour valider ce processus une fois la phase de concertation achevée. Donc vous avez ici l'exemple d'une forêt de 130 hectares dans un trait sapinière qui a été acquise par le parc pour rentrer dans ce cadre de forêt à vocation de libre évolution. Au niveau, à l'échelle de la forêt, donc la politique des îlots de sénescence du parc, c'est une politique ancienne et pionnière qui a été mise en œuvre dès 1990 par le biais d'une convention avec l'ONF, qui a été mise en place ensuite dans les années 90 sous le nom, pas d'îlots de sénescence, mais à l'époque on parlait de grains de vieillissement. Ça a été évidemment présenté au premier colloque ici en 2004. Et puis comme c'était fait en partenariat avec l'ONF et c'était fait un peu de manière différente selon les agents, les aménagistes, etc., l'ONF a demandé que soit définie, clarifiée la définition des îlots de sénescence par le conseil scientifique du parc. Donc ça a été fait en 2005. Ah, vous avez les îlots, pardon. Je vous ai mis la carte avant la définition. Donc sur cette carte, vous avez de nouveau les forêts en libre évolution et puis tous les petits points rouges qui sont les îlots. Donc à l'heure actuelle, il y en a 589 sur un total de presque 27 000 hectares de forêts publiques concernées. Donc ça couvre plus de 4% de la forêt publique. Il y a encore certaines forêts où les îlots n'ont pas été intégrés aux aménagements. Donc voilà la définition officielle faite par le conseil scientifique. Donc il s'agit d'une surface boisée sur laquelle l'objectif de récolte est exclu, donc c'est bien des îlots de sénescence et pas des îlots de vieillissement. Les critères ont été redéfinis au niveau quantitatif, donc 3 à 7% de la surface forestière. Au niveau répartition spatiale, on dit juste qu'il faut analyser les choses par groupe de parcelles de 100 hectares et y mettre entre 2 et 4 îlots, qu'ils doivent faire entre 1 et 7 hectares, et représenter tous les types de peuplements et les types de stations forestières du parc, notamment d'essences autochtones. Il y a aussi au niveau du parc des Cévennes un suivi qui a été mis en place de ce réseau d'îlots qui est quand même conséquent. Alors comment suivre un objet qui est composé de 589 îlots qui est dispersé sur le territoire?
Donc il a été choisi d'utiliser le protocole de suivi des espaces forestiers protégés qui s'appelle maintenant PSDRF. Je pense que vous êtes familier avec ce dispositif qui permet de mesurer sur des placettes les bois morts au sol et sur pied, la composition en essence, le capital, etc. Donc l'idée, c'était de mettre une maille systématique carrée sur l'ensemble des forêts du cœur du parc et choisir dans cette maille 250 placettes qui tombent dans des îlots pour avoir un échantillon statistiquement représentatif en considérant l'ensemble des îlots comme une seule strate. Voilà, c'est le choix qui a été fait. Donc la mise en place est progressive depuis les années 2008-2009 et il y a 158 placettes qui ont été installées, sachant que maintenant se pose le problème d'interprétation de ces données, notamment est-ce qu'on peut quand même essayer de faire des strates en fonction des grands types de peuplement ou des étages de végétation. Donc je suppose qu'au prochain colloque, on verra les résultats de ce suivi. À la troisième échelle, donc, il y a la conservation des arbres bio, et là, il y a un repérage de terrain systématique par les agents du parc avant les martelages dans les forêts publiques et dans certaines forêts privées. Alors, une définition et un type de marquage qui sont en cours d'harmonisation. A priori, tous les arbres à cavité de pic noir ou de chouette de teigne sont marqués, y compris évidemment les arbres porteurs d'air de rapace. Et ensuite, en fonction de densités qui sont à négocier, à définir avec l'ONF, les arbres dépérissants présentant des champignons, les arbres à cavité et les arbres porteurs d'espèces végétales, notamment le cortège d'espèces des lichens du Lobarion. Je passe au Ventoux. Alors, le Ventoux a une expérience originale depuis 2011 d'implantation concertée à l'échelle du massif des îlots dans le cadre d'un partenariat entre l'ONF, le syndicat d'aménagement du Mont Ventoux et le WWF. Donc avec un projet européen, 2 stages FIF qui ont permis de mettre en place ce dispositif. Les objectifs, c'est de mettre en place un réseau d'îlots donc à l'échelle des forêts publiques du massif, et c'était aussi de définir une méthode d'implantation. Donc comment énoncer des objectifs pertinents pour des îlots, sur quels critères, comment sélectionner le meilleur réseau d'îlots et comment évaluer ensuite le résultat obtenu. Donc voilà la zone d'étude, c'est-à-dire plus de 18 000 hectares de forêts publiques sur le massif du Ventoux. Vous avez en rouge les limites de la réserve biologique intégrale du Ventoux en versant nord, qui fait plus de 900 hectares déjà. Et voilà un aperçu général de la méthode, donc en 7 étapes, que je vais décrire assez rapidement, avec des possibilités de revenir en arrière pour repartir à des étapes. Alors l'étape 1, c'est la définition des objectifs du réseau. Alors d'abord, il faut commencer par documenter les enjeux, notamment les enjeux des espèces. Donc ici, ça a été fait en choisissant 127 espèces à partir des référentiels locaux et en consultant notamment de la biblio, mais aussi des spécialistes, de définir les besoins des espèces en termes de biodiversité et notamment en termes de structure et de qualité de la forêt. Donc les espèces ont été prises dans tous ces groupes que vous voyez là, les insectes, des oiseaux, de la flore, des mousses, des lichens, des champignons. Ensuite, il faut définir le scénario, les objectifs qu'on se fixe en commun. Donc là, la concertation a été faite entre les 3 partenaires, ONF, WWF et syndicats. On pourrait imaginer d'associer aussi des associations naturalistes, des élus. Donc pour se mettre d'accord sur des objectifs en matière d'enjeux écologiques, donc en termes d'ancienneté, d'indigénat, de volume de bois mort. L'espèce parapluie qui a été choisie, c'est Osmoderma eremita, en termes de connectivité des îlots. Et puis aussi des enjeux économiques et sociaux en termes de gestion, en termes de surface totale maximale des îlots, par exemple, en termes de manque à gagner et de sécurité du public. L'étape numéro 2, c'est de transcrire ça de manière technique dans un scénario très précis au niveau des paramètres, et puis sur chaque critère, mettre un poids et éventuellement un veto. C'est-à-dire si le critère n'est pas rempli, l'îlot n'est pas retenu. Ensuite, il faut aller pré-repérer puis décrire les îlots potentiels sur le terrain. Donc ça, c'est un peu toujours la même démarche. On analyse les aménagements forestiers, les cartes d'habitat Natura 2000, mais ce qui fonctionne le mieux, c'est quand même le dire d'experts, des gens compétents, notamment les agents ONF. Et ensuite, chaque îlot a été décrit avec une fiche de terrain adaptée qui découle du protocole forêt ancienne du WWF, qui ne sera pas présenté d'ailleurs au colloque, mais que vous pouvez retrouver très facilement sur le site du programme forêt ancienne de Méditerranée. Donc avec une fiche terrain définissant des critères de naturalité, d'empreinte humaine, d'usage, et chaque critère est défini par des indicateurs qui permettent ensuite de refaire le lien avec le scénario qu'on a vu précédemment.
Donc 132 îlots ont été inventoriés sur 2 ans, en tout 520 hectares, voilà, sur 16 000 hectares au total de forêts gérées, donc RBI exclu, évidemment. Donc après, ces îlots sont très variables. On voit ici, en gros, les 2 extrêmes. En haut, un îlot en cédret jeune, en forêt communale de Bédouin. Donc, vous voyez, les indicateurs de naturalité sont très faibles sur le graphe radar qui sort de la méthode. Par contre, les indicateurs d'empreinte humaine ont des notes très élevées. A contrario, un îlot de sapin et de pin sylvestre, plus haut en altitude d'ailleurs, certainement, a lui les meilleures notes au niveau des indicateurs et quasiment plus de traces d'empreinte humaine. Donc, comment trier, hiérarchiser ces îlots ? En fait, avec tous les critères et indicateurs définis, ce qui a été utilisé, c'est une méthode électre, donc avec des classements proactifs, rétrogrades et progrades. Si vous voulez des détails, il faudra demander aux gens du Ventoux. Et donc, le réseau obtenu, notamment pour atteindre l'objectif de couvrir 3% de la surface, fait 74 îlots qui ont été retenus parmi les 132 inventoriés. L'étape numéro 5, c'est de vérifier que ces îlots respectent le scénario initial, ce qui est le cas, mais bon, il faut toujours le vérifier. À la limite, s'il ne l'avait pas vérifié, on aurait pu revenir à l'étape précédente au niveau du pré-repérage des définitions des îlots, voire au niveau de la définition du scénario. Et l'étape 6, c'est la mise en place concrète du réseau. Alors ça, c'est en cours. Il y a notamment un des îlots qui a déjà fait l'objet d'un contrat Natura 2000. Il y en a 4 autres contrats en projet. Et puis, c'est présenté aux communes lors du renouvellement des aménagements. Ça a déjà été mis en œuvre en intégrant dans l'aménagement de la forêt domaniale du Ventouré. Voilà, donc petit à petit, grâce au partenariat avec l'ONF, ça se met en place progressivement dans les aménagements. Voilà, donc vous pouvez retrouver la description de cette méthode dans le document publié par le WWF et le syndicat du Mont Ventoux. Sur le Luberon et la montagne de Lure, là vous avez en fond la montagne de Lure, on a vu qu'il y avait 2 territoires, en fait le parc du Luberon et la montagne de Lure qui est représentée par 2 communautés de communes. Chacun de ces territoires est doté d'une charte forestière et donc c'est de manière concertée que les 2 chartes, dans le cadre de chacune de leurs programmes respectifs, ont réfléchi à ces questions. Je vais le faire en 3 minutes. Donc on part, en fait, nous l'idée c'était qu'il y avait une connaissance vraiment très lacunaire et très partielle de ce qui pouvait être des vieilles forêts réservoirs de biodiversité dans nos forêts qui sont des forêts méditerranéennes. Donc l'idée c'était déjà premièrement d'améliorer la connaissance et d'inventorier ces fameux réservoirs de biodiversité. Donc sur les 2 territoires, la démarche a été conduite à peu près de la même façon. Un pré-repérage à partir de sources existantes, les DOCOM Natura 2000, les plans de gestion, les plans de massif, les cartes d'état-major, les photos aériennes aussi anciennes, et surtout le dire d'experts, c'est-à-dire des personnes ressources, des naturalistes, des élus, des forestiers. Ensuite, au niveau de l'inventaire de terrain, on a utilisé le protocole, on a utilisé sur les 2 territoires le protocole d'inventaire WWF des forêts anciennes, avec une fiche qui est à l'échelle d'une parcelle. Donc souvent, nos réservoirs ont la taille d'îlots. Ce sont des petites forêts de 1 à 10 hectares. Donc on a utilisé cette fiche-là et la fiche évaluation rapide pour permettre d'aller inventorier le plus possible d'îlots ou de réservoirs. Toujours difficile de trouver le bon terme, dans le minimum de temps. Sur la montagne de Lure, le CRPF qui a conduit l'étude, là, dans le cadre d'un projet financé dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, a choisi aussi sur les îlots de mettre en œuvre l'IBP. Donc l'inventaire est partiel actuellement sur le Luberon. On a inventorié 45 peuplements et il a été fait de manière exhaustive, ciblé sur le versant sud de la montagne de Lure par le CRPF, donc 66 peuplements prospectés pour 260 hectares. Donc vous avez ici la localisation des réservoirs de biodiversité inventoriés sur l'ensemble du versant sud de la montagne de Lure. Je ne sais pas, voilà. Donc les communes prospectées, c'était ici la partie nord de la charte forestière de territoire. On a développé, nous, un outil en ligne, une base de données en ligne pour recenser ces données, donc sur notre système d'information territoriale qui est partagé entre les parcs de PACA. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi mettre à disposition le mieux possible cette connaissance. Donc vous avez une carte qui est une cartographie dynamique de l'inventaire des forêts anciennes que vous voyez ici représentée sous forme de petits points, mais quand on zoome, on a l'échelle qui s'agrandit et donc on peut voir les polygones des forêts. Et on a accès en cliquant à l'ensemble des données relevées sur les fiches de terrain.
Alors, sur l'UR, je ne vais pas le détailler, mais ça a permis de faire une comparaison entre les deux méthodes, WWF et IBP. Donc, on voit par exemple pour un site qui a la meilleure note IBP, il plafonne en fait au niveau de l'IBP, il plafonne pas du tout au niveau du degré de naturalité avec la méthode WWF. Donc, ça correspond bien en fait un peu aux philosophies de ces deux outils qui sont un petit peu différentes. Et voilà, les étapes suivantes, ça va être la hiérarchisation des réservoirs de biodiversité et la définition d'une trame aux 3 échelles. Donc là, c'est la montagne de Lure qui est en avance dans ce domaine-là. Ils vont tester sur 4 communes la mise en place d'une trame fonctionnelle en discutant des critères au sein de leur comité de pilotage, en travaillant sur la connectivité entre les îlots et en ayant une phase d'animation auprès des propriétaires forestiers pour la mise en œuvre concrète de ce dispositif, notamment appuyé par un martéloscope biodiversité. Voilà, j'en ai fini. Merci à tous de votre attention et merci surtout aux collègues des réserves de biosphère qui m'ont aidé à préparer cette présentation.